C'est le plus petit État du monde. Il a une importante influence, vous le savez, et une importante actualité, activité culturelle. Alors, il y a des musées au Vatican, vous ne savez peut-être pas. Tiens, il faudrait qu'on ait jeté un coup d'œil là-bas une fois. Oui, il y a un musée, une chaîne de télé. Trésor. Qu'est-ce qu'ils ont encore? Ils ont une station de radio oui. qui a été créée au mois de février, il y a très longtemps. Alors voilà pourquoi Frédéric a choisi de vous en parler aujourd'hui. Quelle est l'idée au départ de cette station de radio? Alors écoutez, c'est une volonté... prêcher la bonne parole? Oui, absolument. C'est une volonté du pape de l'époque, Pie XI, que l'on va entendre, parce que c'était la première fois que l'on pouvait entendre un pape parler à la radio, déjà, et puis pouvoir être entendu. Alors, à l'époque, c'était pas dans le monde entier, pas encore, parce que maintenant, évidemment, grâce à l'Union internationale des radios, eh bien, ils ont l'autorisation de diffuser dans le monde entier Radio Vaticana. Donc Radio Vatican, finalement, ça va naître au moment où l'État du Vatican prend son envol, puisque c'est avec l'accord de Mussolini que les accords des fameux traités du Latran va prendre effet et va donner au Vatican cette notion d'État. Et du coup, il va y avoir évidemment une télévision et une radio. C'était la volonté du Saint-Père qui s'est tourné vers un spécialiste de l'époque. Et quel spécialiste? Qui s'appelait Guglielmo Marconi, qui était le père fondateur de la radio, puisqu'il a eu le prix Nobel. Régional de l'État, après tout. Un régional d'Italie, effectivement. Et en plus, il venait d'avoir le prix Nobel pour ses travaux sur la télégraphie sans fil, la TSF. Et vous voyez, regardez le pape Pie XI qui, justement, s'apprête à parler. Alors, il y a un micro qui est installé dans son bureau, mais on va le voir dans un instant, parce que c'est lui qui va procéder à l'inauguration de cette radio. Alors, les accords du Latran, c'est un accord entre le Royaume d'Italie et le Vatican pour créer cette entité politique et puis cette radio qui va diffuser sur le Vatican. Vous disiez plus petit État du monde, 44 hectares, effectivement, avec un nombre... Alors là, aujourd'hui, il y a plus de 400 personnes qui y travaillent, avec à peu près une soixantaine de nationalités différentes, puisqu'il faut que les programmes soient diffusés dans des langues multiples. 50 langues au jour d'aujourd'hui. Il n'y en avait que 4 à l'origine, 4 langues qui étaient l'italien. Voilà le pape, à gauche Marconi, et le pape Pie XI, que l'on va entendre dans un instant, qui vient pour inaugurer, donc en ce mois de février 1931, sa radio, alors que les accords du Latran dataient de février 1929. Vous voyez, il y avait 2 années, ça va très vite. Et là, évidemment, nous sommes sur la place Saint-Pierre, avec cette foule qui vient assister et entendre les premiers mots du Saint-Père. C'est une homélie, là, Non, alors on va le voir dans un instant, c'est juste... là, il va prendre la parole pour l'inauguration et demander des explications à Marconi. Regardez, il arrive au studio. Alors, vous voyez comme on accueille le Saint-Père, comme les choses ont changé depuis. On s'agenouille devant sa présence, on lui baise la main. Ah oui, il a toujours porté ce chapeau, sans doute un symbole de l'époque, parce que ces chapeaux depuis le pape Paul VI, tout cela a bien changé. Écoutez-le. Di darci qualche senso, qualche esperienza o esperimento del come ella e da quali agguati della scienza ella sorprenda il cammino di queste onde. Alors, il demande qu'on lui explique comment ça se passe. Et là, parce que on a vu tout le texte qui se... Oui, mais même... Ah oui, bon, alors, on voit là le pape Benoît XVI qui est venu pour le 75e anniversaire en 2006, qui est venu dans les studios de Radio Vatican. Alors tout cela a changé. Au début, c'était à l'intérieur même du Vatican, dans l'État. Puis après, ils ont acheté des terrains à l'extérieur qui sont devenus c'est une extraterritorialité. Merci. Heureusement que vous êtes là. Non, et qui permet ne dites pas ça, vous ne le pensez pas. Si, je le dis. C'est peut-être le seul. Le dernier. Voilà, du coup, je suis perdu. Mais donc, les studios sont maintenant à l'extérieur, vraiment, du Vatican. Mais évidemment, je vous le disais, 50 ans, 400 personnes. Ce qui est surprenant, c'est qu'il y a un personnel
pour traduire tout ce qui est dit sur Radio Vatican dans 50 langues. Oui, 50 langues aujourd'hui. C'est Depuis énorme. un peu plus de langues, ça veut dire dépassé l'an 2000. les gens qui parlent plusieurs langues, Oui, je suppose. mais vous voyez bien quand il y a au moment de la fameuse bénédiction Urbi et Orbi du Saint-Père à Pâques, au moment de Pâques, c'est là aussi, il y a, je ne sais plus combien, il est à 80 ou 90 ans. Oui, bien sûr. Quand il prononce ses bénédictions. C'est Donc vrai, voilà, c'est une entité qui est née en 1931, pratiquement au moment de la naissance du Vatican, qui a sa propre monnaie, mais ça, je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler. Oui, on en reparlera tout à l'heure, vers 7h20, parce qu'au Vatican, il y a une monnaie aussi. Bon, et ils vont peut-être en changer, mais on va vous expliquer ça. Merci beaucoup. Merci, avec Marie Mamdjoglou, l'actualité maintenant de la vidéo, avec 3 comédies qui ont cartonné cette année, en 2016. Ce qui vous fait un total de 12,88 €. Ah non, moi j'ai 12,85 €. On n'a qu'à tout recompter, non, c'est plus prudent. Allez. S'il vous plaît. Ça va, mademoiselle s'est trompée, ça va? Ça arrive à tout le monde de se tromper, oui? Oh là là, les gens sont incroyables. Hein. François Gauthier est radin. Sa vie est réglée dans l'unique but de ne jamais rien dépenser. Je te rappelle que tu m'as largué la veille de mon anniversaire pour pas m'offrir de cadeaux. C'est une coïncidence. Combien j'ai sur mon compte déjà 248 596 €. Faut que je fasse des économies. Un scénario malin, riche en situations comiques qui vont bien à Danny Boone. Ça vous dirait d'aller boire un verre? Oui. Donc, tu serais pas un peu... Un peu quoi? Bah, écolo. Oui, un peu, oui. Radin est signé Fred Cavaillé. C'est une comédie qui aurait pu être plus drôle, mais vous passerez néanmoins un moment agréable. Je cale. Bah, c'est pas grave, je finirai chez vous. Vous connaissez pas le Doggy Dog? Il y a des noirs devant le baraque d'en face. Qui est con, lui. La famille Zantoko, dont le père est médecin, décide de s'installer dans un petit village picard où ils sont les premiers noirs. Et les gens sont habitués à voir ce qu'ils connaissent. Poirot, très bien, c'est très bien, Poirot. Pourquoi vous me parlez comme à une idiote? Ce qu'il faudrait, c'est que vous passiez du temps avec eux. Une mise en scène un peu faible, signée Julien Rambaldi, mais le film séduit pour ses personnages, sa sincérité et son humour. Moi, c'est Buana Pepito Banania. Si ça n'allait pas. Tu auras au moins essayé. Bienvenue à Marly Gaumont est une comédie pleine de bons sentiments et de bonnes intentions, une comédie touchante. Au revoir, docteur. Rentrez bien, docteur. Papa, t'as entendu, il te rappelle docteur. Je suis totalement folle de ma nouvelle vie. J'occupe le prestigieux poste de productrice télé d'une émission d'info. À 40 ans passés, Bridget est plus gaffeuse et plus célibataire que jamais, jusqu'à ce qu'elle retrouve Darcy. J'entretiens de bonnes relations avec mes ex. Comment vas-tu? Très bien, merci. Et toi? Je vais bien. Et ma vie sentimentale. Et qu'elle rencontre Jack. Permettez? Une réalisation fraîche et Renée Zellweger est toujours aussi attachante. Léger incident. Je suis enceinte. Bridget Jones' Baby est signée Sharon McGear. Une chronique légère et délirante, une suite drôlement réussie. C'est vous le papa, je présume. C'est bien que vous soyez venu. C'est un moment merveilleux et unique. Docteur Olix, je me demandais si vous pouviez me rendre un petit service. C'est vous le papa, je présume. C'est bien que vous soyez venu. C'est un moment merveilleux et unique. L-O-M, ta-da-da, L-O-M, ta-da-da. C'est son porte-clés PSG. On verra demain, parce qu'il joue ce soir. Donc on verra ce demain. soir? Oui. Il joue ce soir? Oui. Ah ouais. Mais il était quand même devant la télé pour regarder l'OM. Hein. Oui, il regarde pas tout. Non, pas jusqu'au bout parce que ça lui a pas plu. Non, voilà, c'était la Coupe de France, les 16e de finale et l'OM qui bat l'OL, l'Olympique Lyonnais, qui, l'OL, avait battu l'OM il y a 10 jours en championnat, donc il devait être un peu plus content en ce moment, Stéphane. Bon, en tout cas, voilà, ça s'est bien passé pour l'OM. Marseille, on regarde ce qui s'est passé hier soir avec un Dimitri Payet de retour au stade Vélodrome qui n'a pas, il a pas marqué, mais il a passé une bonne soirée face à Lyon. Marseille ouvre le score
score en première période par Fanny de la tête. À l'heure de jeu, Lyon profite d'une défense phocéenne désorganisée pour égaliser grâce à Corentin Tolisso. Un partout à la fin du temps réglementaire. Prolongation, William. Doria en force. Salle l'addition 2-1. Les Marseillais qualifiés pour les huitièmes de finale. L'OM, finaliste l'an dernier, qui a 10 coupes dans son placard. Bordeaux en bleu a également obtenu son ticket pour les huitièmes de finale. Victoire également 2-1 face à Dijon. Ouverture du score girondine en deuxième période par Malcolm. Égalisation dijonnaise à 7 minutes de la fin du temps réglementaire, signé Loïs Diony. Et dans le temps additionnel, Laborde délivre Bordeaux. Voilà pour le football, avec encore quelques résultats. Lille, William, élimine Nantes 1-0. Seul but du match, c'est ce pénalty de Corchia en fin de rencontre. Vous voulez encore du foot? Il y en a encore. Lorient, en blanc, dernier de Ligue 1, a souffert face à Châteauroux, 3e de National, l'équivalent de la 3e division. Mené 2-1 à l'heure de jeu, les Bretons peuvent remercier ce garçon, Cafou, auteur d'un doublé, notamment sur ce pénalty dans les prolongations. Et ça, c'est, dernier résultat, c'est Bergerac, en bleu, qui évolue en CFA, c'est la 4e division, et qui a fait tomber les pros lensois qui sont en Ligue 2, victoire 2-0, but de Bouscara et Covin, donc il faut les citer, ces garçons, ils sont amateurs. Et ce soir, il y a Rennes qui accueille le PSG. Voilà pour le foot. Bon. Ça c'est fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Du tennis. L'Open Australie vient de se terminer. C'est reparti pour le circuit avec notamment Alizé Cornet qui est du côté de Saint-Pétersbourg et pour qui ça s'est bien passé hier. Éliminé dès le deuxième tour à Melbourne il y a 2 semaines, Alizé Cornet, 44e mondiale, passe au deuxième tour ici en Russie. La Française a logiquement éliminé la Belge Flipkens qui est 76e du classement en moins d'1h30. Victoire 6-4, 6-2. Autre qualifié tricolore pour les huitièmes de finale, c'est Kristina Mladenovic qui sera opposée à Venus Williams, finaliste ce week-end en Australie. Un petit mot de cyclisme avec le Tour de Dubaï. Il faisait chaud. Cyclisme donc avec l'Allemand Marcel Kittel qui est un habitué et qui remporte la première étape au sprint. Habitué parce qu'il a remporté l'an dernier 2 étapes et surtout la victoire finale. Et le premier Français s'appelle Charles Planet. Il est 26e. Un petit peu de ski. On a un Français qui est passé à ça. Même pas un petit cheveu de la victoire. Ah, oui. Laquelle? Ah bah, d'un beau slalom, dual slalom, regardez, un slalom parallèle, ça se passe du côté de Stockholm. Oui, ça c'est bien ça. À gauche de votre écran, dans cette capitale suédoise, c'est le Savoyard Alexis Pinturo. Et à droite, l'Allemand Linus Strasser. Linus qui, lui, avait remporté la première manche d'un cheveu, puis qui s'est incliné dans la deuxième manche, mais il a gardé son avance. 4 centièmes d'avance sur Alexis Pinturo, que l'on salue. Et chez les dames, c'était une finale entre les 2 meilleures slalomeuses de la saison, Michaela Schifrin qui est à droite et Veronika Velez-Zuzulova. C'est l'américaine qui domine la Slovaque et l'américaine qui s'offre la 8e victoire. Elle s'appelle de Velez-Zuzulova. C'est pas facile mal, hein. ça pour vous, hein? Le Big Up and Down, ça se passe en Savoie, dans la station des Arcs, au-dessus de Bourg-Saint-Maurice. C'est la 3e édition de ce rendez-vous original. 600 participants, un événement ski-rando. 2 courses notamment, avec le Kilianomètre. C'est une montée sèche de nuit pour se mesurer à Kylian Jornet, star du ski alpinisme et du trail. 1000 mètres de dénivelé positif. Et le Big Knack, William. Regardez, c'est très sympa ça. C'est de l'enduro à la montée et à la descente. Alors, en gros, une ascension en peau de phoque et une descente en freeride avec des spéciales chronométrées sous le regard bienveillant de ce garçon, Ella Gavaggio, grande star du ski cross. Et il faut le saluer. Voilà, et c'est lui qui a gagné son événement. C'est pas mal. Son événement. Bah, il fait partie de l'organisation et c'est lui qui l'a remporté. C'est lui qui l'organise. Tous les organisateurs ne participent pas, William. Lui, il s'est mouillé. Il a mouillé le maillot, comme on dit. Très bien. Vous faites ça, vous? Non. Un petit peu. Ah oui? Ouais. Ah À ouais? mon humble niveau. Oh. Ouais. Ah. Moi, je fais pas des courses, moi. Moi, je presse les citrons hein, pour le citron chaud. On va maintenant se pencher sur l'actualité de l'emploi. Alors écoutez bien ce qu'on va vous raconter maintenant avec Sophie Pignal. Pour financer leur croissance et leur développement, les entreprises ont souvent besoin de financement. À qui elles s'adressent? Aux banques. Mais pas seulement. Elles peuvent s'adresser à vous. Vous devenez en quelque sorte leur banque. Alors il y a des plateformes de prêts qui existent sur Internet. Et puis ça c'est de plus en plus développé. Du coup Sophie Pignal s'est dit il faut que j'explique ça à la télé. Là voilà. Une plateforme de prêt participatif, c'est un site internet qui permet de mettre en relation des entrepreneurs qui souhaitent emprunter de l'argent pour mener à bien un projet et des particuliers qui, eux, souhaitent leur prêter de l'argent pour faire fructifier leur épargne et savoir à quoi sert leur argent. Amaury a fait appel à une plateforme de financement. En 4 jours, il a obtenu un prêt de 100 000 €. Je dirige une société de maquillage permanent qui fait de la formation professionnelle, qui distribue des produits pour exercer le maquillage permanent et des studios qui sont réservés à des clientes. J'ai emprunté la somme de 100 000 € l'année dernière
pour financer un stand qu'on organise au Congrès des Nouvelles Esthétiques. Les entreprises qui viennent sur la plateforme, c'est d'abord des petites entreprises. L'intérêt pour elles, c'est que c'est extrêmement rapide. Elles n'ont pas besoin de donner de garantie pour emprunter et elles empruntent auprès du grand public. Mais qui sont ces Français qui prennent le risque de prêter de l'argent à des entreprises qu'ils ne connaissent pas? Nous avons rencontré l'un d'entre eux. Alors l'intérêt de ces plateformes, pour moi, c'était de voir les projets sur lesquels j'allais investir. Il s'agissait de projets d'entreprises françaises avec des montants raisonnables sur des périodes assez courtes. Mais l'intérêt, c'est vraiment de se sentir un peu acteur de l'économie. Je me suis fixé un fonctionnement qui est donc de 100 € par prêt en moyenne. Et j'ai une 50aine de projets sur lesquels j'ai investi, donc j'en suis à 5 000 € pour le moment. La plateforme met à disposition la liste de tous ceux qui ont participé au financement. Et on s'est aperçu qu'on avait des voisins du quartier qui avaient prêté 200, 500, 1000 € pour participer au projet. Bien évidemment, nous faisons une présélection la plus stricte possible sur la plateforme. Nous avons 1% seulement des entreprises qui nous demandent de l'argent qui parviennent à emprunter et à passer nos filtres. Parce qu'évidemment, nous avons beaucoup de demandes farfelues, mais aussi parce que nous sommes très rigoureux dans la sélection. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de possibilité de perdre de l'argent. Comme dans toute vie économique, une entreprise peut connaître des difficultés et avoir donc des difficultés à rembourser. C'est beaucoup plus rentable qu'un placement classique dans une banque, que ce soit un livret A ou un LDD. Moi, j'ai un taux de rentabilité de 6%. La clé pour limiter son risque, c'est de diversifier et de bien équilibrer son portefeuille. Il faut vraiment viser de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Prêter son argent à des PME françaises, c'est un moyen d'agir sur l'économie. Et ça peut être rentable dans cette période où les produits d'épargne classiques ont de faibles rendements. Nous partons en direction du plus petit État du monde, autrement dit le Vatican. Depuis quelques jours là-bas, on ne parle que d'une chose, et François Baudonnet, notre correspondant permanent en Italie et au Vatican, nous a dit, tiens, on va changer de monnaie. Et puis là, vous faites comme moi, vous dites, ah bon, le Vatican a une monnaie, François? Bonjour. Oui, bonjour William, effectivement, la monnaie du Vatican, eh bien, c'est l'euro. Alors, le Vatican ne fait pas partie de l'Union européenne, le Vatican ne fait pas partie non plus de la zone euro, et pourtant, le Vatican frappe monnaie, il fait des pièces. En voici une, elle est un peu petite, on la verra mieux tout à l'heure dans le reportage, c'est une pièce en euros. Alors jusqu'à présent, il y avait les visages des différents papes, ça date depuis 2002 avec Jean-Paul II. Et là, la nouveauté, William, eh bien, c'est que dorénavant, il n'y aura plus le visage du pape, mais il y aura ses armoiries. Alors évidemment, ici, dans ce petit État, on parle beaucoup de ce changement à venir. Regardez le reportage que nous avons réalisé avec Florence Crimon et Colomban Jaossidi. Le petit État du Vatican, comme tous les pays du monde, frappe monnaie. Et comme ses voisins européens, il met sur ses pièces en euros l'effigie de son souverain, en l'occurrence le pape François. Mais cela va changer. Dorénavant, les armoiries du Vatican remplaceront le visage de Jorge Bergoglio. C'est un choix du pape lui-même. D'une part, le pape n'aime pas ce qu'il appelle la mondanité, se mettre en avant, donc être sur des pièces, c'est quelque chose qui le gênait un petit peu. Et puis c'est un pape qui, depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, a un discours contre ce qu'il appelle l'argent corrupteur. Donc de la même façon, apparaître sur des pièces de monnaie était un peu gênant pour lui. Des euros sans le pape, dans le quartier du Vatican bien sûr, c'est une petite révolution. Beaucoup de gens attachent encore de l'importance à ça. Le pape, il est argentin. Sur les monnaies en Argentine, ce sont des personnages historiques. Donc, il ne veut peut-être pas rentrer dans l'histoire si tôt. Les euros du Vatican existent depuis le début de la monnaie européenne en 2002. Mais les pièces circulent peu. Ce sont surtout des objets de collection qui se vendent très cher. Le prix pour les premières éditions varie entre 400 et 450 euros. Cela peut même monter jusqu'à 500 euros pour certains événements comme le Jubilé. En 2016, on tourne autour de 60 euros. Les nouvelles seront complètement différentes et seront très recherchées par les collectionneurs. Elles auront une effigie totalement différente des autres. Les pièces en euros du Vatican devraient être encore plus convoitées par les spéculateurs, ce qui est tout, sauf catholique. Alors le Vatican, vous l'avez redit, c'est un État. Mais à part la monnaie, qu'est-ce qu'il a comme autre attribut? Il y a tout.
En fait, il y a tout ici, William. Il y a par exemple bien les gardes suisses, évidemment, que tout le monde connaît, qui sont chargés de protéger le pape. C'est une sorte de petite armée. Il y a également des gendarmes ici au Vatican. Aujourd'hui, c'est l'audience générale. Vous apercevez peut-être derrière moi des fidèles qui commencent à arriver. Eh bien, les gendarmes vont protéger tout à l'heure la foule des fidèles qui sera présente ici. Il y a également des magasins. Il y a par exemple une pharmacie, mais il y a surtout un supermarché. Et ce supermarché, je dirais, donne une tonalité particulière au Vatican parce qu'on y vend de l'alcool. On y vend de l'alcool. Alors évidemment pour les habitants du Vatican, ils ne sont pas très nombreux, il y a 800 personnes ici dans cet état, mais également pour les voisins parce que c'est un supermarché détaxé. Ça donne une conséquence assez particulière. Figurez-vous, William, que c'est au Vatican que l'on vend le plus de vin par personne dans le monde. Alors voilà, ce qui ne veut pas dire que ce soit au Vatican que l'on en boive le plus, même si évidemment il y a le vin de messe, non, c'est tout simplement à cause de ce supermarché. Il ne faut donc pas se fier aux apparences. Et au Vatican, on trouve tous les produits que l'on achète, que l'on peut acheter dans les pharmacies en général. Vous voyez ce que je veux dire? On trouve absolument... Alors ça, par contre, si on parle de la même chose, c'est pas certain. C'est absolument pas certain. Voilà. Mais sinon, oui, tous les autres produits, on les trouve. Oui. C'était une question, c'est tout. Voilà. Merci beaucoup, François. C'était une bonne question. Oui, à bientôt. Mercredi, c'est le jour du canard enchaîné et ça fait maintenant une semaine effectivement que ce que l'on appelle l'affaire Pénélope Fillon a commencé et ça continue alors. Et ce matin, ça va très mal pour François Fillon dès hier soir. Ses oreilles ont dû siffler avec tout le tam-tam fait autour des nouvelles révélations du canard enchaîné, révélations qui n'ont pu vous échapper. L'addition flambe, titre le journal ce matin. Ce ne sont plus 600 000 euros, mais plus de 900 000 que Pénélope Fillon aurait encaissé pour son job d'attaché parlementaire, dont il semble qu'il soit par ailleurs compliqué de trouver des traces concrètes. Quant aux enfants de François Fillon, ils ont eux aussi touché de l'argent public pour un job d'avocat alors qu'ils n'avaient pas prêté serment. Ajoutez à cela que la collaboration de Madame Fillon s'est interrompue dès que la loi a obligé les parlementaires à déclarer l'identité de leurs collaborateurs. Et vous aurez une idée du niveau de suspicion qui étreint le candidat à la présidentielle. Candidat, mais pour combien de temps encore? Parce qu'il y a les postures publiques, mais il y a aussi les confidences en privé. Et ces confidences, elles occupent une page entière dans le canard enchaîné. C'est la fameuse page 2. Et quand vous l'aurez lu, vous aurez le sentiment, justifié ou pas, que François Fillon est sur le point d'abandonner la course. Il est mort, dit de lui en privé Nicolas Sarkozy. Ça sent le sapin, ça c'est Éric Ciotti. On est dans la merde, je le dis, on n'a pas de plan B. Ça c'est Jean-Pierre Raffarin. Quant à Christian Jacob, il considère que l'affaire est entendue. C'est cuit, dit-il. Voilà donc ce qui se dit en coulisses et qui n'augure rien de bon pour l'équipage Fillon, dont on se demande comment il lui serait possible d'atterrir sans casse. À sa manière, Cac, le dessinateur de l'opinion, dit très bien les choses. Comment ça? Un deuxième moteur en feu? On s'est pris une nouvelle volée de canard, dit le copilote. Et quand on sait que la presse a tendance à feuilletonner sur un sujet, on a vite fait de répondre à la question que pose l'opinion à la une. Fillon peut-il s'en sortir? À en lire les uns et les autres, non. Tout simplement non. Et ce qui est notable ce matin, c'est que les journaux de droite, eux aussi, semblent acter le fait qu'il faille passer à autre chose. Ça n'est pas anodin dans notre pays où la presse est souvent d'opinion, surtout en période de campagne électorale. C'est ainsi que le Figaro, avec Guillaume Tabar, écrit qu'au sein de cette famille politique qui, par sa primaire, croyait désigner le futur président de la République, la devise est désormais « y penser déjà, mais ne pas en parler encore ». Penser déjà à la suite si... par malheur, etc., etc. De même, dans les Échos, Cécile Cornudet note que le sauve-qui-peut guette. Sacrifier Fillon pour sauver la droite, écrit-elle. L'hypothèse est évoquée dans les coulisses, même si personne ne porte l'estocade. C'est trop tôt. Peut-être François Fillon renoncera-t-il de lui-même. Alors ça, c'est la presse amie, donc imaginez la presse ennemie. Pour Libération, François Fillon est bel et bien plombé. Laurent Geoffrin, qui au passage rebaptise Pénélope en fantomette, estime que le candidat irréprochable, je le cite, a menti en direct et du coup, il en fait un émule de Cahuzac. Pour Jean-Michel Servan, dans le Midi Libre, Fillon va tomber, tel Napoléon vacillant sur la colonne Vendôme. Il s'apprête à basculer dans le vide, à dégringoler de son piédestal. Et dans la Charente Libre, c'est Jean-Louis Hervois qui donne le
coup de grâce. Ce n'est plus le bruit d'une casserole, mais celui d'une batterie de cuisine sur 3 étages qui accompagne les pas de François Fillon. La droite patauge à défendre son candidat. Le feuilleton finit par nous faire oublier l'essentiel, qui n'est pas de savoir comment les châtelains de Solesmes et leurs enfants bouclaient leur fin de mois. Non, si François Fillon n'a plus de crédit, il appartient à son parti de lui trouver rapidement un remplaçant. Fin de citation et fin de la revue de presse. Merci. Mais d'abord, les 4 vérités. Caroline Roux reçoit ce matin Olivier Faure, c'est le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Oui, et c'est lui qui doit éviter l'hémorragie au Parti socialiste. Hier, 25 députés ont fait valoir leur droit de retrait. Ils refusent tout simplement de faire campagne derrière Benoît Hamon. Bonjour Olivier Faure. Nous allons naturellement parler du rassemblement possible ou impossible à gauche, vous nous le direz tout à l'heure. Mais d'abord, une question au président du groupe socialiste. Combien de députés font travailler des membres de leur famille au sein du groupe? Je n'en sais rien, je sais qu'au niveau de l'Assemblée, c'est à peu près 20% des parlementaires qui ont recours à quelqu'un de leur famille, ce qui est pour l'instant légal. Mais effectivement, moi je souhaite que les règles soient posées de manière très claire, comme chez nos amis allemands au Bundestag ou comme au Parlement européen, où les liens familiaux sont interdits avec ses collaborateurs. C'est-à-dire qu'en tant que responsable du groupe socialiste, vous ne savez pas combien de parlementaires socialistes, après une affaire comme celle-ci, embauchent leurs frères, leurs femmes, leurs enfants. C'est pas plus précis que ça. Il n'y a pas de droit de regard du patron du groupe socialiste dans un climat comme celui-ci. Alors, il y a en réalité, depuis 2013, une loi que nous avons votée et qui permet de vérifier quelle est l'identité de ceux qui travaillent avec les parlementaires. Je ne l'ai pas fait, mais en réalité, n'importe quel journaliste peut le faire. Et d'ailleurs, vous l'avez noté, c'est quand la loi que François Fillon n'avait pas votée a été promulguée qu'il a décidé effectivement de mettre fin au contrat de sa femme Pénélope. Ce qui est bien la preuve que la transparence que nous avons assurée a permis de créer des modes nouveaux de contrôle et puis en même temps de mettre fin peut-être à ceux qui avaient tendance à considérer que c'était non pas une façon d'embaucher quelqu'un en qui on avait confiance, mais d'améliorer ses fins de mois. Mais est-ce qu'à la lueur de l'affaire Fillon, vous avez demandé des comptes à certains pour savoir si ce sont de vrais emplois, si certains parlementaires socialistes qui embauchent des gens de leur famille ont recours aux mêmes méthodes? Vous ne l'avez pas fait? Je n'ai pas fait parce que tout simplement, je n'ai pas la responsabilité de l'embauche de l'ensemble des parlementaires. Ça revient, en fait, c'est une responsabilité individuelle. Mais en même temps, je pense qu'aujourd'hui, chacun a bien compris que la règle et la transparence que nous avons nous-mêmes instaurée exigent de leur part une totale... qu'il n'y ait pas de sujet... pas fictif. Et d'ailleurs, je le répète, quand la loi a été promulguée, François Fillon a mis fin au contrat de sa femme, ce qui prouve bien que quand il y a un doute, effectivement, la transparence est là pour obliger les uns et les autres à se mettre en règle. Les Français qui vous regardent ce matin ont sans doute besoin de savoir comment ça fonctionne. Vous, avec vos collaborateurs, comment est-ce que vous faites pour fixer les niveaux de revenus, par exemple? En fonction de quels critères les embauchez-vous? Tout simplement en fonction de ce qu'était leur salaire précédent, en fonction du travail qu'ils vont avoir à effectuer. Et donc moi j'ai 2 collaboratrices, et mes 2 collaboratrices sont rémunérées. Elles se partagent ensemble l'enveloppe dont je dispose pour les rémunérer. Et elles ne sont pas membres de votre famille? Non, je n'ai jamais embauché quiconque de ma famille. Après les nouvelles révélations du Canard enchaîné, François Fillon dénonce une opération de calomnie professionnelle. Professionnelle, c'est-à-dire organisée, ce sont les mots qu'il a utilisés hier. Où est-ce que vous mettez le curseur dans ce dossier-là? Qu'est-ce qui vous choque le plus? Vous l'avez rappelé tout à l'heure, il y a d'autres parlementaires qui embauchent des gens de leur famille. Qu'est-ce qui est le plus choquant pour un candidat à la présidentielle dans ce dossier-là? Mais il y a beaucoup de choses choquantes. D'abord, la première chose, c'est que la question n'est pas celle de savoir si c'est légal ou pas. C'est aujourd'hui légal. C'est ça. La question, c'est est-ce qu'il y avait en face de la rémunération un travail? C'est la question qui est posée. Et pour l'instant, ce qui est très choquant, c'est que François Fillon et sa femme n'arrivent pas à apporter la moindre démonstration. Aucun témoignage. Pour donner un exemple, pour mes propres collaboratrices, s'il fallait prouver qu'elles travaillent bien avec moi, il y a des milliers de personnes qui peuvent témoigner de leur présence à mes côtés pendant la législature. Il y a des milliers de mails qui ont été échangés. Elles ont une boîte mail en leur nom? Elles ont une boîte mail à leur nom. Elles ont un badge. Elles ont surtout une présence qui est permanente.
Et quand je reçois, elles sont à côté de moi. Quand je me balade dans la circonscription, elles sont là. Quand je suis à l'Assemblée, elles sont là aussi. Donc, en réalité, il est même impossible d'expliquer, pour ce qui me concerne, que j'ai embauché des gens qui auraient un emploi fictif. Est-ce qu'il faudrait encadrer davantage ce que sont ce qu'est le travail des assistants parlementaires? Je ne crois pas. Je crois qu'aujourd'hui, on sait très bien, en réalité, ce que font les assistants parlementaires. Et je regrette aujourd'hui d'ailleurs que sur cette profession qui est une profession noble, on jette cette espèce de voile en expliquant que c'est un métier qui n'existe pas, que visiblement tout est possible, qu'on peut simplement se limiter à quelques conseils éclairés, etc. C'est pas vrai. On a l'impression que c'est une pratique assez classique. On parle du Front National. Marine Le Pen qui faisait travailler au Front National des assistants payés par le Parlement européen. Donc elle a refusé de rembourser les 300 000 €. Elle sera prélevée à la source. Personne n'échappe à ces pratiques. C'est un classique dans la vie politique. Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il soit classique d'employer des gens sans les faire travailler. C'est pas tout à fait un classique. Et je pense que les temps ont aussi beaucoup changé et que la génération qui est arrivée au Parlement il y a 5 ans a en tête le fait qu'elle a été aussi élue sur une exigence d'exemplarité. Et donc, moi, je ne crois pas qu'on ait affaire à un classique et que tout le monde se prête à ce genre de pratique. C'est pas du tout mon sentiment. Bon, chacun ses problèmes. Vous en avez aussi au Parti Socialiste en ce moment, c'est pas évident. 25 députés tournent le dos au candidat Hamon, refusant de participer à l'aventure aléatoire d'une gauche radicalisée, comme ils l'écrivent dans une tribune. C'est donc une campagne à la carte, où chacun fait ce qu'il veut au Parti Socialiste, malgré la primaire. Ça vous fait sourire, mais c'est comme ça que ça se passe. Moi, je ne le prends pas comme ça. Nous avons eu une primaire avec 2 candidats qui ont présenté des projets qui sont des projets très différents. Et donc, il y a forcément un peu d'amertume pour ceux qui n'ont pas forcément remporté le scrutin. Et puis, aussi des interrogations sur le programme du candidat qui a été élu. Et donc, moi, je prends cet appel des députés réformateurs comme justement un appel à la discussion, comme une volonté d'engager le dialogue avec le candidat et de pouvoir travailler avec lui à la rédaction d'un projet qui soit un projet de rassemblement. C'est terrible. C'est terrible pour les gens de gauche qui se sont déplacés pour aller voter pour une ligne et qui ont été majoritaires sur cette ligne. C'est-à-dire que le rassemblement doit l'emporter sur l'engagement d'un candidat, sa parole vis-à-vis de ses électeurs? Non, moi je ne crois pas ça. Je crois qu'effectivement, il faut que Benoît conserve sa propre vision, c'est les intuitions qu'il a portées dans la campagne, et en même temps, il doit préciser son projet. Et il y a effectivement des gens qui ont voté pour lui, et puis des gens qui n'ont pas voté pour lui. Il doit rassembler l'ensemble de cela. Je veux simplement rappeler qu'il n'y a pas de caractère irréconciliable à ces 2 gauches qui sont 2 gauches du gouvernement. Mais il y a tout simplement la nécessité aujourd'hui de faire en sorte de ne pas donner le sentiment qu'il y a une gauche qui aurait 100% et une gauche qui aurait 0%. C'est pas le cas. François Hollande va rencontrer demain Benoît Hamon. Est-ce que cet entretien, ce rendez-vous, vaut soutien à vos yeux? C'est tout simplement la preuve que le président de la République continue à s'intéresser à sa famille d'origine et qu'il continue je pense qu'il prodiguera ses conseils à Benoît Hamon. Et je ne sais pas si à ce stade il marquera son soutien parce qu'il est encore président de la République et qu'il ne veut pas rentrer dans la campagne présidentielle trop tôt. Mais c'est effectivement la marque d'un intérêt bien compris, et je pense que chacun comprendra le signe qu'il prodigue en recevant Benoît Hamon. Merci beaucoup Olivier Faure, c'est à vous William. Merci, à demain. Le monde, sans feutre, sans épreuve ni bombe, On va prendre la direction d'Angoulême qui tous les ans se transforme, vous le savez, en capitale mondiale du 9e art. C'est comme ça qu'on appelle la bande dessinée. C'est un festival international. 44e édition. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'il y avait de spécial cette année ? Cette année, ce qui était spécial, c'est que c'était une réussite absolue. C'est-à-dire que tout le monde, selon toutes sources confondues, des organisateurs, des auteurs. Oui, l'année précédente, il y a eu un peu de chahut, voilà, notamment on reprochait au festival de ne pas avoir de dessinatrice dans le palmarès, par exemple. Oui, je me souviens. Donc il y a eu quand même quelques remous. Là, cette année, tout le monde était absolument ravi. Je vous dis, auteurs, dessinateurs, dessinatrices, festivaliers, tout le monde, en plus, il faisait beau, donc tout le monde était ravi. C'est un festival, vous savez, de passionnés des 2 côtés de la table, et des dessinateurs et des festivaliers qui viennent à la rencontre de ces auteurs, vous savez, de l'ombre, qui ne s'expriment et qui n'expriment leur imagination que dans le silence des petites bulles comme ça. Alors nous avons rencontré un heureux directeur artistique du festival et une très heureuse présidente du jury, Posy Simmons, qui elle-même évidemment est une auteure de bande dessinée formidable. Regardez.
Angoulême 2017, c'est une édition d'apaisement éclectique avec une programmation assez importante, 12 expositions, près de 300 événements sur 4 jours. Je pense que chaque lecteur de bande dessinée trouvera quelque chose qui lui correspond. Gaston, Un petit mot sur l'exposition Gaston Lagaffe, qui à l'occasion de son anniversaire envahit notre ville pour une exposition extérieure, c'est-à-dire gratuite pour tous les habitants, les festivaliers. Un personnage culte de Franquin qui venait amener un peu de disruption dans le magazine Spirou. C'est toujours un grand classique d'humour. Gaston. L'exposition Kazuo Kamimura présente un auteur japonais décédé au milieu des années 80. Une sorte de classique, pas très connu en France, et justement on espère que cette exposition va aider à le faire connaître. On appelle cette exposition l'estampiste du manga parce que c'est quelqu'un qui a amené le vocabulaire de la peinture classique à l'intérieur de la grammaire de la bande dessinée. Sinon, il y a évidemment l'exposition Will Eisner, qui est très importante, qui présente une centaine d'originaux qui datent de l'après-guerre. C'est un personnage fondateur de la bande dessinée américaine et fondateur de ce qu'on appelle le roman graphique, cette forme un peu plus littéraire de bande dessinée. Un petit mot sur l'exposition Herman, qui est notre grand prix cette année. Un artiste qui a émergé au milieu des années 60 avec une nouvelle forme de bande dessinée plus populaire, plus moderne, et qui est un monstre de bande dessinée et qui n'a cessé de renouveler son dessin tout au long de sa carrière. Nous avons eu la chance cette année également de présenter l'avant-première de Seul, un film adapté d'une bande dessinée aux éditions Dupuis, qui est très intéressante parce qu'effectivement elle précipite la jeunesse dans un monde assez horrible. Et d'ailleurs le film a vieilli un peu les personnages principaux parce que ça devait être difficile de projeter des enfants dans un contexte aussi horrible, mais un grand film je pense. Ça me rappelle une BD que je lisais quand j'étais petit. Il y avait un perso, il lui ressemblait vachement, le maître des couteaux. Peut-être un dernier mot sur Posy Simmons, notre présidente du jury cette année, une auteure qu'on voulait mettre en avant depuis très longtemps et qui nous a fait l'honneur d'accepter le grand jury. On m'a proposé d'être la présidente et j'ai réfléchi pendant 5 minutes et j'ai dit oui, parce que pour moi c'est un très grand honneur. Je suis britannique et surtout après l'affaire Brexit, c'est très bien pour moi. Ce qui me plaît, c'est le mélange entre l'image et le trait, les couleurs et l'histoire. Dans la sélection officielle, il y avait peut-être plus que 60 livres que je dois lire en français. Et parmi eux, il y avait des surprises, bien sûr, surtout parmi les jeunes. Cette auteure-là, c'est une star. Hein. C'est une star. Ici, on ne le sait pas, franchement. Ah, c'est Posy Simmons, elle est très très connue. Ah, elle a fait notamment le Tamaradrou. Donc, on a vu d'ailleurs son livre dans le reportage. On en a fait un très beau film. Ouais. Et je voulais juste dire que le Fauve d'Or a été remis pour l'album Paysage après bataille d'Éric Lambé et Philippe de Pierrepont. Et j'ai fini, figurez-vous. Merci beaucoup. Nous sommes en février, ça ne vous a pas échappé. C'est le 1er aujourd'hui. C'est un mercredi. Et déjà, le roi du web pense à la Saint-Valentin. Enfin, c'est pas moi qui y pense directement, un peu quand même. mais je reçois déjà beaucoup de cadeaux, William. Ah bon? Et celui-là m'a vraiment amusé. Regardez, c'est une chocolaterie assez célèbre qui a créé un paquet qui s'appelle « J'en pince pour toi ». Et lorsque vous ouvrez la boîte de chocolat, bon, il y a forcément un petit mot pour moi, vous voyez, j'en pince pour Laura, mais il n'y a que des chocolats en forme de pince. Donc vous avez des pinces à linge, des pinces à outils et des pinces de homard. Et je trouve que pour une fois, c'est assez original. Et ça sort de tout ce qui est un peu mièvre pour la Saint-Valentin. Ça se mange ou pas un peu? Ah, mais ça se mange, je vous les offre tout de suite. Il y a Alan qui va aller les faire déguster à Sarah Doraghi. Ça sera mon petit cadeau, parce qu'on se fait des cadeaux à Télématin comme ça. On est comme ça. Ah oui. Oui, non, c'est du très bon chocolat en plus. Vous savez que... Je ne cite pas la marque, mais du très bon chocolat. Vous savez comment on appelle les gens qui sont radins? Des pinces. Voilà. Donc les pinces peuvent acheter ça aussi? Oui. Voilà. Voilà. Il faut être un peu moins pince du coup. Hein. Voilà, vous pouvez remercier Sarah, c'est la blague à Sarah. Merci beaucoup, mesdames, à plus tard. Freddy Cohen, nous allons vous parler maintenant d'un très très beau documentaire qui sort aujourd'hui en salle et ça s'appelle Et les Mistral gagnants. Vous allez voir avec Brigitte, donc c'est des enfants de 6 à 9 ans, ils sont atteints de graves maladies.
Et on se dit, tiens, encore un film sur la maladie, ça ne doit pas être très drôle. Non, non, c'est pas un film sur la maladie, c'est un film sur la vie. Qui est la réalisatrice de ce documentaire? Alors, la réalisatrice, c'est Anne-Dauphine Julien. Vous vous souvenez peut-être, elle avait écrit un livre qui s'appelait « Deux petits pas sur le sable mouillé », qui a été un best-seller vendu à 350 000 exemplaires, dans lequel elle racontait la courte vie de sa petite fille atteinte d'une maladie incurable. Et donc, c'est certainement parce qu'elle connaît la maladie des enfants de l'intérieur, qu'elle a souhaité faire ce film et filmer, vous l'avez dit, des enfants de 6 à 9 ans atteints de maladies graves, parfois évolutives. Alors, ce n'est pas un film sur l'hôpital pédiatrique, ce n'est pas un film sur la maladie. Elle filme surtout cet appétit de vivre incroyable de ces enfants qui, certes, subissent des traitements douloureux, qui, certes, font des séjours à l'hôpital. Mais ce qu'il ressort de ce film, c'est que ces enfants, finalement, sont formidablement joyeux, optimistes, qui nous tiennent des propos, mais d'abord d'une intelligence, d'une subtilité, ils sont d'une maturité incroyable. C'est une force de vie, ces petits-là. Ils sont incroyables et ils nous donnent des leçons de philosophie à nous, adultes. C'est-à-dire que vraiment, on ressort de ce film et on a l'impression d'avoir un peu mieux compris la vie. Il nous explique par exemple que... J'espère qu'on comprend qu'il faut se plaindre un peu moins, nous. Ah, ça, c'est certain. Il nous explique, par exemple, qu'une belle vie, ça ne se compte pas au nombre d'années, qu'on peut être heureux en étant malade. Alors, nous avons demandé à un pédopsychiatre, un psychiatre spécialisé dans l'accompagnement des enfants et des adolescents, et qui a accompagné pendant toute sa carrière des enfants gravement malades. On lui a demandé de décrypter un petit peu pour nous ce film et le vécu de ces enfants et les propos aussi de ces enfants. On regarde. À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, de regarder les gens tant qu'il y en a. De parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Ces enfants qui ont une maladie rare, grave et chronique, ils connaissent le nom de la maladie, ils connaissent la gravité. Il faut qu'on soit prêt à leur répondre, parce que c'est avec ça qu'ils vont pouvoir se battre et construire quelque chose face au réel de cette maladie. Ma peau, c'est comme une aile de papillon. Elle est très fragile. Comme du papier crépon. Il y a une chose que l'enfant ne veut pas, c'est qu'on lui raconte des mensonges. Sous la pluie, 5 minutes avec toi, de regarder la vie tant qu'il y en a. De raconter la terre en te bouffant les yeux. C'est vous qui êtes affreux, grossier, vulgaire et malhonnête. Comment les enfants malades trouvent la force de faire tout ce qu'ils nous montrent dans le film? Parce qu'eux-mêmes, ils sont capables de se penser comme enfants et comme personnes, et pas comme enfants malades. Te raconter surtout le carambar d'antan. Ça, c'est ma maladie. Neuroblastome. Maman, il m'a tout expliqué. Quand j'étais bébé. Quand je serai mort, je vais être plus malade. Il faut savoir d'abord que l'enfant pense à la mort. Et les enfants malades sont confrontés à cette idée-là encore plus tôt que les autres. Et donc c'est vrai qu'il faut être capable de leur répondre, mais il faut laisser toujours une place, je dirais, à la vie, à l'espoir et même au miracle. J'ai pas les yeux de la même couleur. J'en ai un vert et un marron, parce qu'en fait, c'est les chignots qui m'ont fait ça à la première tumeur. Quand on est malade, ça n'empêche pas d'être heureux. Je pense que rien n'empêche d'être heureux. Quoi de plus beau comme idée sur le sens de la vie et de l'existence? Oui, je crois qu'on peut être heureux même si on est malade. Et quand un enfant nous le dit, il le pense vraiment. Et c'est une belle leçon. De parler du bon temps qui est mort et je m'en fous. De dire que les méchants... S'il y a quelque chose qui va pas... c'est pas grave, c'est la vie. Ces petits-enfants sont des petits philosophes. On a dans ce film un résumé de toute la pensée philosophique sur l'ici et le maintenant, sur la présence à l'autre, sur le rire, sur la mort, sur le sens de la vie. Et les Mistral gagnants, et les Mistral gagnants. Ils sont formidables. Alors, ils sont 5, hein, c'est ça? Ce sont des profs de sourire.
Et leur renseignement est à suivre. Ils sont tout à fait remarquables quand ils parlent de on peut être heureux. Hein? Ah oui, on peut être heureux en Alors, étant malade. Belle leçon de vie. Alors on peut voir ce film donc à partir d'aujourd'hui. La liste des salles qui le projettent est sur notre site internet. Oui, bien sûr. Et surtout, il faut y aller. Il ne faut pas se dire non, ça va être Non, dur. il faut savoir ce que vous allez voir. Non, Je crois on va qu'on est- voir un film dont Oui. les ingrédients principaux sont la joie, Oui. le bonheur, Oui. le rire, l'optimisme. Voilà. Donc voilà, il faut y aller. Cela dit, si par moment il y a 2-3 larmes qui vous échappent, c'est normal. Merci beaucoup. Bonjour. Mesdames, Monsieur, on va s'intéresser dans cette chronique littéraire à un frère et une sœur. Alors, dans les familles, on dit « Oh, bah, ils ont de qui tenir, hein ». C'est le grand-père qui était plutôt connu dans notre pays, mais même au-delà. Oui, très très connu, toujours connu, François Mauriac. Donc je vais vous parler d'Anne Wiazemski et de son frère Viaz. C'est vrai que c'est peu fréquent de voir comme ça deux talents aussi singuliers et aussi forts dans la même famille. Je commence par la romancière Anne Wiazemski, qu'on découvre ici, qui est donc une romancière et une écrivain à part entière et singulière, Oui. ce qui n'était pas gagné parce que elle avait ce pédigré mythique, être la petite fille donc de François Mauriac, être la fille du prince Wiazemski, et en plus elle avait aussi une carrière d'actrice absolument incroyable. Peu d'actrices peuvent se flatter d'avoir tourné aussi bien avec Bresson qu'il avait découverte, avec Jean-Luc Godard qu'elle avait épousé, avec Pasolini, avec Pierre Granier de Fer. Elle a une vraie carrière d'actrice. Et puis, au seuil de la quarantaine, elle décide d'écrire. Comment faire oublier ce nom prestigieux ? Eh bien, elle a réussi aujourd'hui. Mais ce livre, Un saint homme, qui sort donc chez Gallimard, se situe en 1987 au moment de la sortie de son premier livre qui s'appelle Des filles bien élevées. Ce sont des nouvelles qui paraissent chez Gallimard. Et à cette occasion, quelques jours après la sortie du livre, elle fait une émission sur France Inter. Quelques jours après, coup de téléphone, une voix qu'elle reconnaît quasiment tout de suite, le père d'O. Alors, qui est le père d'O ? Le père d'O était un prêtre qui était son professeur de latin et de français lorsque, petite fille, elle habitait à Caracas. Elle ne l'a pas vu depuis très longtemps. Il a reconnu sa voix à la radio, oui. et donc il la rappelle. Et à ce moment-là, ils vont reprendre une relation ininterrompue qui va se poursuivre jusqu'à la mort du prêtre, le père d'O. Alors, c'est vraiment un livre à plusieurs tiroirs parce que d'abord, on découvre ce prêtre qui a été prêtre à Caracas, mais qui après a été prêtre au Cameroun. Il y a une scène très jolie. Il est dans un village et peut-être vous connaissez ce genre de scène. Il y avait des camions qui arrivaient et on mettait un drap blanc pour projeter un film français au milieu comme ça de nulle part. Et un jour le prêtre, encore la voix d'Anne Wiazemski. C'est vrai qu'elle a une très belle voix, Anne Wiazemski, et il entend sa voix, il la reconnaît, et là, il voit sa petite élève qui est devenue une actrice. C'est dans le film de Bresson, en plus, Au hasard, Balthazar. Et là, il sillonne toute la brousse, et à chaque fois qu'il y a la projection du film de Bresson, il essaye de la retrouver. Et c'est le portrait de cet homme qui est vraiment un homme assez exceptionnel. Et en même temps, c'est une très jolie relation, parce que c'est une relation d'égal à égal. Quand elle était petite, un jour, elle lui dit qu'elle lit Musset. Et il lui dit « Ah non, il ne faut pas lire Alfred de Musset, c'est un patachon ». J'adore cette expression. Un patachon. Un patachon. Une vie de patachon. Exactement, un patachon. Et après, Anne Wiazemski, elle reprend cette expression. Quand elle est devenue actrice, elle dit « Mais est-ce que vous allez m'aimer toujours ? Parce que je suis devenue une patachonne ». Et il lui dit « Vous avez peut-être des aspirations de patachonne, mais vous êtes une âme pure ». Et oui, c'est une âme pure. Et il dit aussi une autre chose, il dit « Quand elle était petite, elle écrivait avec son cœur autant qu'avec son talent ». Et je trouve que c'est ce qui caractérise Anne Wiazemski aujourd'hui. C'est un livre délicat, ravissant, qui évidemment raconte aussi comment elle est devenue écrivaine, comme on dit aujourd'hui. Et c'est vraiment, je trouve, une nouvelle pierre comme ça dans son œuvre où elle raconte, dans des récits romanesques, sa vie. Et je trouve que c'est extrêmement joli. Alors, elle a un frère aussi.
Elle a un frère et Il est ce frère, on formidable. le découvre. Et notamment, il y a une très jolie phrase. Quand leur mère meurt, ils se redécouvrent et elle dit « Nous nous apprivoisons et c'est doux de se retrouver, de se savoir frères et sœurs. D'ailleurs, comme au temps de la petite enfance, je pense maintenant nous. » Et ce frère, il est devenu, lui, dessinateur, Pierre Wiazemski. Il a réduit son nom à Viaz. Essayez de trouver la photo. Vous avez pris la photo de Bien sûr que de nous Viaz avons Parce que aussi c'est la photo. c'est un magnifique prince russe. C'est un Regardez. prince russe, Ah, il est beau, exactement. il est magnifique. C'est un prince russe qui a, Regardez, voilà, regardez, hein. on dirait un personnage de roman Ah russe. bah là, il est à la cour du tsar, c'est sûr. Il a un coup de dessin absolument Oui. formidable qu'on connaît. Et depuis quelques années, il a inventé le fantôme qui pète. Donc voilà les 6e aventures mon nouvel ami, du fantôme j'adore. qui pète, sauf qui proute. Alors à chaque fois, c'est un festival de jeux de mots aux éditions de La Différence. Donc au château de Gros Caillou, on a maintenant toute une famille. D'abord, il y avait le couple, maintenant ils ont 3 enfants. Et voici qu'un jour arrive un fantôme avec un kilt. C'est un fantôme écossais qui s'appelle le Lord. C'est un Lord, évidemment, le Lord Maculotte, et qui arrive. Et alors lui, il a des proutes qui sentent particulièrement mauvais parce qu'il est nourri de panses de brebis farcies. Farcies. Mais voilà que... La guise. Exactement. Et voilà que dans le château, il explique qu'il était là du temps de la guerre de 100 ans et que c'est un peu son château. Il voudrait s'y installer. Comment chasser l'intrus? Alors on va chercher Madame Potiron, tous les personnages mythiques. Madame Potiron, c'est un peu Régine de Forges, qui était la femme de bien Pierre sûr, Wiazemski. qui était sa femme. Voilà, moi j'adore cette série, mais je voudrais que Viaz, il écrive sa vie dans un roman graphique. Ah, Pierre ça serait bien. Wiazemski, si vous nous écoutez, Ça lui arrive, figurez-vous. je crois que ça lui arrive. Ouais, ça Je lui crois arrive. aussi. Oui, oui. C'était La Différence, c'est un rêve pour les enfants, évidemment. Merci beaucoup, Olivia. Tiens, il n'y a pas que lui qui est accro à Télématin. Il y en a d'autres, n'est-ce pas, Laura? Oui, et on a une bonne nouvelle pour tous les accros à Télématin qui sont obligés de partir de chez eux. Et voilà, s'ils ont un smartphone, ils sont sauvés. On pouvait déjà regarder effectivement Télématin en direct sur Plus, mais maintenant on peut le regarder en Facebook Live. Il y a une petite minute de décalage, 1 ou 2 minutes de décalage. Et l'avantage, c'est qu'en même temps, vous pouvez poster vos commentaires. Donc nous, on pourra à certains moments réagir avec vous si vous avez des questions. Donc c'est très interactif. Ouais, des questions dont on a la réponse. Pas toujours le Bah, cas. on a toujours Donc, des réponses. parce qu'il y a Pas parfois, toujours il y a les bonnes, mais on les a questions, toujours on en des trouve réponses. toujours, c'est les réponses. Donc on peut regarder ça dans Donc le sur métro, Facebook l'autobus, Live, on le est train. ultra moderne. Ah, c'est bien ça. C'est bien, Parfait. hein. Vous nous Et après, montrerez vous pouvez le regarder toute la journée en boucle. Et on charge une appli? Non, non, c'est sur Facebook. C'est Sur en Facebook. Facebook Live, même pas besoin de charger une application. Direction les États-Unis, où vient de se dérouler un festival très important qui chaque année récompense le meilleur du cinéma indépendant. Le cinéma indépendant, c'est le cinéma qui est fabriqué en dehors des grands studios californiens. Il s'agit du festival de Sundance et bien évidemment notre correspondant outre-Atlantique, Claude Budin-Juteau, s'est rendu là-bas pour couvrir l'événement, comme on dit. Tous les ans, fin janvier, la petite ville de Park City, dans le Utah, voit sa population décuplée. C'est en effet ici que se déroule le festival de Sundance. Et cette année, la neige était abondante. Ce qui n'a pas empêché les festivaliers d'être au rendez-vous, des festivaliers venus de tous les horizons. I just think it's a cool opportunity to see like independent and documentary films. Just fun place to hang out. It's like a culmination of artistic people coming together and just expressing their love for film and for artistry and creativity. No, just came for the skiing. C'est Robert Redford qui fonda d'abord le Sundance Institute en 1981 pour former de jeunes réalisateurs à l'écriture. Puis il décida de créer le festival 4 ans plus tard pour pouvoir montrer le travail de ces jeunes apprentis. In those days, in 1985, they had just one theater, the Egyptian, and maybe 4 restaurants in town. It was pretty low key. It was a ski resort, so at any rate, we were able to use that theater, and that's how the festival got started. Depuis, le festival a grandi. Il attire maintenant près de 45 000 personnes, projette plus de 120 films et attire les stars hollywoodiennes séduites par la plus grande liberté qu'offre le cinéma à petit budget. Un film comme Wind River, par exemple, présenté cette année en compétition, est le premier long métrage de Taylor Sheridan, le scénariste de Sicario, qui a engagé des acteurs comme Elizabeth Olsen et Jeremy Renner, tout en filmant sur place près de Park City. I was shooting this film here and then now premiering here, which is a really wonderful feeling. So there's a lot of sense of pride of the landscape that we put in the film and what Bob and Robert has done for so long with this, for the quality of cinema that he draws to this festival.
Autres films remarqués qui ont eu leur première à Sundance, Beatrice at Dinner, avec notamment Salma Hayek, ou encore la comédie Wilson, avec Woody Harrelson et Laura Dern. À la question « Qu'est-ce qui était différent cette année à Sundance ?», Laura Dern hésite à peine. Maybe you get more and more relaxed and more excited to just be part of a community. And this year we had the march and that was so unifying. So I think it's given an air of this festival that really is about championing each other. La marche à laquelle fait référence Laura Dern, c'est la fameuse manifestation qui a eu lieu partout aux États-Unis au lendemain de l'investiture de Donald Trump, et Park City n'a pas voulu être en reste. On estime entre 7 000 et 10 000 personnes le nombre de participants à un mouvement de protestation qui illustre aussi parfaitement l'esprit de Sundance. Sundance is a national platform for hopefully what we're doing too. Action! Et on ne peut quitter Sundance sans mentionner le cinéma français, représenté notamment par le réalisateur Quarks, venu présenter son film Un ciel bleu presque parfait dans la section court-métrage. C'est un film assez fou. Voilà. Et je crois que cette année, en fait, j'essaie de représenter dignement la France, parce que, me semble-t-il, nous sommes le seul court-métrage français ici en compétition à Sundance. Ou encore la productrice Manon Ardisson, la fille de Thierry Ardisson, venue présenter le long-métrage qu'elle a coproduit, God's Own Country, une histoire d'amour entre un fermier du Yorkshire et un immigrant roumain. On est dans la section compétitive film du monde, World Dramatic Competition. Et en fait, ils prennent que 12 films par an. Et donc c'est vraiment une opportunité unique de présenter le film pour la première fois parce que c'est très peu de films et donc on a beaucoup d'attention et on se sent très privilégié d'être ici. Sundance, c'est aussi beaucoup de documentaires du monde entier, souvent politiques, avec en même temps, de manière ironique, une industrie de luxe omniprésente et bien sûr des soirées chaudes tous les jours pour compenser les températures glaciales de l'extérieur. Bref, un rendez-vous annuel incontournable du cinéma indépendant américain. Ah oui, c'est comme ça, Utah. Hein. C'était qui la vieille dame? Ah non, c'était Robert Redford. Oui. Pardon. Non, on peut pas rire avec ça. Si on peut, non, ne plaisantez pas sur la couleur de cheveux de Robert Redford. Ça, oui. c'est insupportable. C'est bizarre. Même si vous avez raison. Merci beaucoup.